Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de vous retrouver et pour mon retour sur YouTube, j'ai décidé aujourd'hui d'aborder un sujet d'actualité puisque je vais vous parler de Roman Polanski qui fait l'objet d'un énorme scandale en ce moment suite à son César pour le meilleur réalisateur pour son film J'accuse, qui a beaucoup fait parler, qui a créé beaucoup d'indignation de la part de personnalités et notamment de femmes. Alors moi ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui dans cette vidéo, eh bien c'est d'apporter ma petite pierre à l'édifice, tout simplement en vous présentant les faits, c'est-à-dire qu'est-ce qui est reproché à Roman Polanski, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'il a été condamné, quels ont été les scandales par la suite. Et puis après ça, eh bien, on va aborder la fameuse question qui brûle toutes les lèvres, qui est de savoir est-ce qu'on doit séparer l'homme de l'artiste. On va parler du fameux procès médiatique qu'il y a autour de Roman Polanski. Je vais essayer de faire ça d'une façon la plus neutre possible, même si je pense que c'est pas réellement possible de l'être totalement face à une affaire comme ça. En tout cas, je me suis dit que j'avais envie d'essayer de vous apporter des éléments pour qu'ensuite vous puissiez vous forger votre propre opinion. Alors on va s'attaquer à ce gros morceau. Je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et quand vous êtes prêts, c'est parti. Actuellement, il y a 12 accusations de viol ou agression sexuelle de la part de Roman Polanski qui sont portées par des femmes, qu'elles soient anonymes ou pas, qu'elles soient connues ou pas. Toutes ces accusations portent sur des agressions qui se seraient déroulées durant les années 70 et 80. Je vais revenir là-dessus ensuite et je vais vous les détailler, sachant qu'une seule de ces agressions a fait l'objet d'un jugement et d'une condamnation de Polanski, donc c'est par là que je vais commencer. On est au début de l'année 1977, au mois de février, et le magazine Vogue France a commandé un shooting photo à Roman Polanski, qui est alors âgé de 43 ans, avec pour modèle des très jeunes filles. Je vais pas trop m'étendre sur ce sujet, mais je tiens à préciser dès maintenant tout l'écœurement que je peux avoir pour l'utilisation des corps de très jeunes filles et très jeunes femmes dans le milieu de la mode. Je sais que là je vous parle de quelque chose qui s'est passé dans les années 70 et que c'est un petit peu en train d'évoluer maintenant, mais vraiment pas assez vite à mon goût, et je pense vraiment qu'il y a beaucoup de choses qui doivent avancer et qu'on arrête de représenter les corps féminins avec des corps qui ne sont même pas pubères. Bref, revenons-en à ce shooting. Parmi tous les mannequins, il y a Samantha Gailey qui est âgée de 13 ans. Au cours de cette séance photo, elle va se retrouver toute seule avec Roman Polanski qui va lui demander de poser topless, donc seins nus. Ce qu'elle va faire, alors elle raconte qu'elle s'est sentie extrêmement mal à l'aise pendant cette séance photo, mais je pense que trop impressionnée par Roman Polanski, elle ne lui a pas refusé, donc elle a posé seins nus pour ses photos, et ensuite quand elle est rentrée chez elle, elle se sentait tellement honteuse qu'elle n'en a pas parlé. Quelques jours plus tard, le 10 mars 1977, Roman Polanski demande à refaire un shooting photo avec Samantha Gailey. Il la convoque avec sa mère et il s'arrange pour se débarrasser de la maman en lui disant qu'il veut pas qu'elle soit présente parce que ça risquerait de mettre sa fille un peu mal à l'aise pendant les photos. La mère est un petit peu réticente, mais bon, finalement elle décide de confier sa fille à Polanski qui, je le rappelle, à l'époque a déjà quand même une certaine aura, une certaine notoriété, et donc elle va lui déposer au domicile de Jack Nicholson qui n'était pas présent au moment des faits. Lors de cette séance photo, Polanski fait boire plusieurs coupes de champagne à Samantha avant de lui donner du Calude, qui est un sédatif assez puissant pour la droguer. Il la force alors à se déshabiller intégralement pour la prendre en photo toute nue dans le jacuzzi avant de lui-même se déshabiller pour la rejoindre. Samantha à ce moment-là, prise un peu de panique, essaye de s'enfuir du jacuzzi, donc elle en sort, mais Polanski la rattrape au niveau de la piscine. Samantha se débat, elle s'échappe à nouveau, elle va jusqu'à la salle de bain, Polanski la rejoint à nouveau, et là il va l'entraîner dans la chambre où il va la violer, c'est-à-dire qu'il va lui faire des attouchements, une pénétration vaginale et une pénétration anale.
Le soir même, Samantha Gailey raconte tout à sa famille et le lendemain, donc le 11 mars 1977, Roman Polanski est arrêté. Il paye tout de suite les 2500 $ de caution et est donc libéré avant d'être inculpé le 24 mars pour les 6 chefs d'accusation suivants: viol sur mineur, sodomie, fourniture d'une substance prohibée à une mineure, acte licencieux et débauche, relations sexuelles illicites et perversion. Finalement, après un arrangement entre les avocats et en échange de l'abandon de tous les autres chefs d'inculpation, Roman Polanski accepte de plaider coupable pour rapports sexuels illégaux avec une mineure. Le fait qu'il ne reste plus que ce chef d'inculpation là, il met complètement de côté tout ce qui va avoir rapport avec la notion de viol. Le fait d'avoir drogué la jeune fille, tout ce qui est l'abus de pouvoir qu'il a pu avoir sur elle, l'absence de consentement de la jeune fille, bref, tout ça c'est complètement écarté. Roman Polanski sera condamné pour cette accusation de rapports sexuels illégaux avec une mineure à 90 jours d'emprisonnement par le juge Rittenband. Les évaluations psychiatriques de Polanski qui ont été faites à ce moment-là rapportaient qu'il n'était ni un pédophile ni un déviant sexuel. Alors pour ce qui est de la notion de pédophilie, je vous renvoie à l'épisode 2 que j'avais fait sur les auteurs d'infractions à caractère sexuel. Je peux comprendre que d'un point de vue vraiment d'une définition psychiatrique, Polanski ne correspond pas à ce qu'on désigne comme un pédophile, c'est-à-dire une personne qui est uniquement sexuellement attirée par des enfants prépubère ou impubère. Je peux comprendre que là ils ne correspondent pas vraiment à cette définition. Par contre sur une définition plus judiciaire, plus juridique, je ne sais pas trop ce qu'il en est. Par contre je suis vraiment très étonnée qu'il ne soit pas déclaré comme déviant sexuel, sachant qu'il a quand même alcoolisé, drogué et violé une fille de 13 ans. On notera aussi que ces rapports-là rejettent la faute sur la victime et sa famille, puisqu'on peut y lire: il y a des indications que les circonstances étaient provocatrices, qu'il y avait une certaine permissivité de la mère et que la victime n'était pas seulement mature physiquement, mais désireuse. Alors ces choses que je viens de vous lire, c'est clairement ce qu'on appelle la culture du viol. Je sais que là on parle d'une autre époque, dans les années 70, mais rendez-vous bien compte que donc ces phrases-là, elles rejettent clairement la faute sur la victime et sur sa mère. Je trouve ça assez effroyable en fait qu'on puisse dire d'une petite fille de 13 ans qu'elle était mature physiquement, comme pour minimiser en fait son âge et le fait qu'elle avait l'air beaucoup plus grande, et qu'elle puisse être désireuse. Je veux dire, cette fille-là, elle a été droguée, elle a été violée, mais même si elle n'avait pas été droguée et alcoolisée, à son âge, c'était pas possible de donner un véritable consentement, donc ça me rend complètement dingue. Et puis on rejette aussi la faute sur la mère, comme si c'était à elle de mieux tenir sa fille. C'est vraiment très particulier et c'est difficile de lire des choses comme ça à notre époque. Bref, Roman Polanski pour tout ça va être incarcéré le 19 décembre 1977 et il va être libéré le 29 janvier 1978 pour conduite exemplaire après seulement 42 jours d'emprisonnement. Sauf que entre temps, sa condamnation à 90 jours, elle avait fait couler beaucoup d'encre, ça avait créé une véritable indignation de la population et de la presse aux États-Unis, et il y avait beaucoup de personnes qui demandaient à ce que le jugement soit refait avec une peine qui soit réadaptée et beaucoup plus lourde. Du coup, le juge Rittenband avait décidé de revenir sur sa décision et d'imposer probablement une peine plus lourde, et apparemment il y a eu des espèces de discussions entre lui et entre l'avocat de Polanski, et il aurait dit à l'avocat de Polanski qu'il fallait faire 48 jours d'emprisonnement et qu'il serait libéré après ça. Donc c'était comme un espèce d'arrangement qu'ils avaient eu ensemble, sauf que l'avocat de Polanski a prévenu son client qu'il ne pouvait pas du tout lui garantir que la sentence serait réellement de 48 jours supplémentaires et qu'il risquait jusqu'à 50 ans d'emprisonnement. Alors, le 31 janvier 1978, Roman Polanski, qui vient tout juste d'être fraîchement libéré de prison, s'enfuit pour la France avant d'avoir pu être rejugé aux États-Unis. Depuis ça, il vit principalement en France où il est en sécurité puisque comme il a la double nationalité française, il ne risque pas d'être extradé vers les États-Unis. Ça fait donc depuis 1978, et je crois que c'est encore valable à l'heure actuelle, que Roman Polanski est considéré comme un fugitif par Interpol. Et depuis tout ça, il y a eu plein de rebondissements dans l'affaire Roman Polanski. Déjà, en 1993, il a été condamné à verser 500 000 $ de dommages et intérêts à Samantha Gailey, ce qu'il n'a pas fait.
En tout cas pas dans les temps, et on ne sait pas réellement combien d'argent il lui a donné. Il y a eu une transaction visiblement financière entre eux qui ne s'est pas fait dans les temps qui lui étaient imposés, d'une somme inconnue, donc ça reste assez mystérieux, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Et puis en 2009, il y a eu un nouveau rebondissement dans l'affaire Polanski puisqu'il a été arrêté alors qu'il se trouvait en Suisse, mais finalement le pays n'a pas accepté la demande d'extradition des États-Unis. De son côté, la victime Samantha Gailey, depuis 1997, elle clame haut et fort qu'elle a pardonné à Roman Polanski et elle demande l'arrêt des poursuites contre lui. Dans l'autobiographie qu'elle a publiée en 2013, elle écrit d'ailleurs « Ma mésaventure avec Polanski ne m'a pas traumatisée, ni mentalement, ni physiquement. Si je devais choisir entre revivre le viol et ce qui s'est passé ensuite, je choisirais le viol. Je ne souffre pas d'un syndrome de Stockholm. Je lui ai pardonné pour moi, pas pour lui. Tout le monde veut me voir traumatisée, brisée. Mais c'était il y a 36 ans, maintenant ça va, merci. Et tant pis si je ne suis pas la victime idéale, celle que veulent voir les médias ou le procureur. » Ces déclarations-là, elles peuvent vraiment paraître surprenantes, mais moi je pense que je les comprends dans le sens où Samantha Gailey, 40 ans après les faits, elle en a vraiment marre qu'on lui reparle de tout ça, et je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de mettre tout ça derrière elle, de ranger un petit peu ça dans son passé et d'aller de l'avant, de se reconstruire. Et le fait que les médias continuent de constamment en reparler, ça la réattire vers ce souvenir, vers ce traumatisme-là qu'elle a envie et je pense besoin de dépasser, et peut-être qu'elle l'a réussi à dépasser, et je pense que ça doit être extrêmement fatigant pour elle d'être tout le temps perçue comme une victime, comme une personne qui doit être abattue, etc. Alors que, enfin, elle peut pas mettre toute sa vie sur pause, il faut qu'elle arrive à se reconstruire. Je pense que c'est un vécu d'une victime, c'est pas forcément le cas de toutes les victimes, bien entendu, certaines ont besoin d'être dans la revendication, d'être dans le combat, etc. Mais je pense que elle a décidé d'arrêter de se battre face à ça, parce que voilà, la justice finalement ne lui a pas vraiment été rendue. Roman Polanski a été incarcéré 42 jours. Elle sait, je pense, en tout cas elle s'est résignée sur le fait qu'elle n'aura pas plus, et du coup elle a besoin de mettre tout ça derrière elle. Elle ne peut pas attendre en fait qu'il y ait autre chose pour se reconstruire, elle l'a fait, et je comprends tout à fait qu'elle en ait marre et qu'elle ait plus envie d'entendre parler de tout ça, et qu'elle ait pas forcément l'envie ni la force de se battre. Et puis c'est sans parler aussi de cette fameuse histoire de transaction dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je dis pas que c'est ce qui s'est passé, mais ça reste un petit peu mystérieux, on ne sait pas exactement combien d'argent elle a touché. Est-ce que éventuellement il y a pu avoir un espèce d'accord entre elle et Polanski? Est-ce qu'il y a eu certaines conditions à l'argent qu'elle a touché? Je sais pas, mais en tout cas, toujours est-il qu'elle a visiblement touché de l'argent et que quelques années ensuite elle a décidé de dire qu'elle lui avait pardonné et qu'elle voulait plus qu'il soit poursuivi. Donc je sais pas s'il y a un lien ou pas, je dis pas que c'est forcément le cas, mais en tout cas toujours est-il que voilà comment est sa réaction, et donc aujourd'hui la victime de Roman Polanski demande publiquement à ce qu'on arrête de le poursuivre. Sauf que bien sûr ça ne s'arrête pas là, puisque depuis 2010 il y a plusieurs autres accusations d'agression sexuelle et de viol qui ont été rendues publiques dans la presse de la part de femmes qui ont commencé à parler. Donc il y a des femmes qui ont témoigné à visage découvert, certaines sont connues, sont des actrices, d'autres ont témoigné de façon totalement anonyme, notamment sur un site internet qui a été créé par Matan Uziel et qui promettait 20 000 $ de récompense à toute personne qui apporterait un témoignage à l'encontre de Roman Polanski. Donc je tiens quand même à préciser que bon, c'est éthiquement, il faut vraiment se poser des questions, puis c'est à prendre avec des pincettes, parce que c'est des témoignages qui sont peut-être motivés par de l'argent, donc il faut faire très très attention avec ça. Mais voilà, toujours est-il qu'il y a donc tout un tas d'accusations, et toutes ces accusations-là, elles ont été niées par Roman Polanski, qui dit que non, c'est complètement faux, et si vous voulez, toutes ces accusations-là n'ont finalement abouti à rien, puisque selon les législations de tous les différents pays où ces fameuses agressions auraient eu lieu, il y a désormais prescription. Et puis bien entendu, je sais même pas si c'est nécessaire de le rappeler, des accusations à l'encontre de quelqu'un, ça ne fait pas de lui quelqu'un de coupable. Il faut évidemment qu'il y ait des preuves plus solides, il faut qu'il y ait une procédure judiciaire qui soit ouverte et qu'ensuite il soit reconnu coupable. Ce qui n'est pas le cas actuellement pour Roman Polanski.
Alors le fait que toutes ces accusations commencent à arriver depuis une dizaine d'années, ça a soulevé pas mal d'interrogations de la part de beaucoup de monde. Pourquoi est-ce que ces femmes n'ont pas parlé avant? Qu'est-ce qui les en a empêchées? Est-ce qu'elles cherchent à se faire connaître? Est-ce qu'elles cherchent à se faire de l'argent? Ça, c'est tout un tas de questions à laquelle on n'a pas forcément évidemment de réponse. Moi, je tiens quand même à poser la question, est-ce qu'il y a réellement déjà eu des femmes qui ont réussi à accéder à la célébrité ou à la richesse en déclarant avoir été violées? Je ne crois pas. Maintenant, pourquoi est-ce que ces femmes n'ont pas parlé plus tôt? Écoutez, je pense que c'est vraiment la question dans laquelle on est depuis quelques années. Hein. C'est ce qu'on a abordé avec les mouvements MeToo notamment et Balance ton porc. La parole des femmes, la parole des victimes d'agressions sexuelles, de viols, elle est très très difficile. Elle commence tout juste à s'ouvrir en ce moment, à se libérer un peu plus. On se rend compte qu'il y a énormément de femmes ou même d'hommes qui ont été victimes de violences sexuelles et qui n'en ont pas parlé jusque-là. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement difficile. Déjà, c'est difficile de comprendre qu'on a été victime d'un viol, c'est difficile de l'admettre, c'est difficile de le reconnaître et c'est encore plus difficile de vouloir aller porter plainte ou essayer d'entamer des procédures quand on est dans un système qui malheureusement pour beaucoup de cas ne nous écoute pas, ne nous entend pas, ne nous comprend pas et ne rend pas justice. Donc moi je suis pas réellement étonnée du fait que ça ne fasse que quelques années finalement que les femmes commencent à dire qu'elles ont été violées par telle ou telle personne et je pense qu'on peut totalement comprendre et d'ailleurs c'est très connu le fait que les victimes de viol aient du mal à parler et à en parler et à le faire reconnaître, c'est totalement connu et je veux dire c'est pas une surprise pour personne. D'ailleurs, pour les potentielles victimes de Roman Polanski, il suffit de regarder ce qui s'est passé avec Samantha Gaillet. Je pense que si elles ont vu que la jeune fille de 13 ans qui était allée jusqu'à emmener Roman Polanski devant un tribunal et que finalement il a été condamné et qu'il a eu que 42 jours d'emprisonnement, je pense que c'est tout à fait normal, on peut comprendre qu'elles aient été dégoûtées et qu'elles se soient dit que c'était pas la peine d'aller elles-mêmes porter plainte et voilà, rendre ça public puisque finalement il n'y a pas de justice qui a été rendue et elles ont bien vu que la victime n'avait clairement pas été écoutée et entendue. Donc enfin vraiment moi je comprends tout à fait pourquoi est-ce que certaines potentielles victimes n'auraient pas parlé. Donc bien que Roman Polanski soit toujours présumé innocent pour toutes les accusations dont j'ai parlé, je vais quand même vous dresser la liste de toutes les potentielles victimes en plus de Samantha Gaillet en vous donnant leur nom quand on les a, leur âge et puis la date des faits. Donc on a d'abord Charlotte Lewis, 16 ans, 1983. Robin M, 16 ans, 1973. Renate Langer, 15 ans, 1972. Marianne Barnard, 10 ans, 1975. Mallory Millet, 29 ans, 1970. Valentine Monnier, 18 ans, 1975. Anonyme, 15 ans. Anonyme, 9 ans. Anonyme, 10 ans. Anonyme, 12 ans. Et Anonyme, 16 ans. Maintenant, eh bien, le souci avec ces accusations, c'est qu'elles arrivent trop tard. Comme je vous l'ai dit, on va parler de prescription parce que ce qui ressort maintenant, c'est des accusations qui datent de choses qui se seraient passées il y a 35 voire 40 ans. Ça est déjà très compliqué dans une affaire d'agression sexuelle ou de viol d'avoir des preuves, mais là avec autant de temps finalement il n'y a plus vraiment de preuves et ça va être la parole de l'un contre la parole de l'autre. Bref, c'est des procédures judiciaires qui seraient vraiment très très compliquées à mettre en place, même sans tenir compte de la notion de prescription qui, comme je vous l'ai dit, s'applique dans la plupart des pays où ces agressions se seraient déroulées. Mais quand même le fait qu'il y ait toute cette accumulation d'accusations de viols sur mineurs, sur des enfants même, je pense que ça mérite, même si on peut pas dire que Roman Polanski soit coupable ou pas, qu'on se pose un certain nombre de questions, qu'on s'interroge vraiment là-dessus, sachant qu'en plus Roman Polanski a lui-même reconnu véritablement publiquement son attirance pour les très jeunes filles
comme c'est le cas par exemple dans une interview qu'il a donnée en 1979 sur la télévision française avec le journaliste Jean-Pierre Elkabbach. Je vous ai mis le lien pour regarder l'interview en barre d'infos. Je peux pas vous mettre d'extrait là dans cette vidéo parce que c'est l'INA et du coup ils bloquent dès qu'on essaye de mettre des extraits de leurs archives, mais je vais vous lire certaines des déclarations qu'a fait Polanski, puis si jamais ça vous intéresse vous pouvez vraiment aller regarder toute l'interview dans son intégralité. À un moment, le journaliste, donc Elkabbach, dit à Polanski « Il y avait une base qui était la réalité, votre préférence pour les petites filles. » Et Polanski répond « C'est pas ma préférence pour les jeunes filles, disons, ou jeunes femmes, ça sonne mieux en français. Je ne l'ai jamais caché, j'ai toujours été entourée de jeunes filles, et j'ai dû peut-être pas rester trop de temps aux États-Unis. Il ne faut pas oublier que chacun qui a une relation sexuelle avec une personne en dessous de 18 ans aux États-Unis est un criminel. Donc il faut assumer que la plupart de la population est en train de commettre le crime plusieurs fois par jour. » J'ai choisi cet extrait-là pour vous montrer en fait ce que fait Polanski quand il parle. Ça s'appelle de la minimisation. Il minimise son crime en disant « Non mais finalement vous savez tout le monde le fait et puis moi je m'en suis jamais caché etc. » Il minimise aussi quand même l'importance de son acte, hein. Il fait comme si... il joue un petit peu sur les mots, je sais pas si vous voyez, mais clairement quand il dit tout le monde le fait, etc. Il y a plein de personnes tous les jours qui commettent ce crime-là, on parle quand même pas d'un mec de 19 ans avec une fille de 17 ans et demi. Là on parle d'un mec qui avait 43 ans avec une fille de 13 ans. C'est clairement une beaucoup plus grosse différence et je pense que tout le monde est capable de voir la nuance. Il minimise aussi quand il la désigne comme une jeune fille et jeune femme parce que, non désolé mais en fait une fille de 13 ans, elle a même pas encore atteint la puberté, c'est pas une jeune femme, on la désigne pas comme ça. Dans cette interview il dit aussi « J'étais en prison, vous oubliez que j'étais en prison, pendant un temps qu'il fallait apparemment être. C'est en sortant que j'ai appris que le juge, qui est devenu vedette grâce à cette affaire, ne voulait pas en terminer et voulait me remettre, contrairement à ce qu'il avait dit avant que j'aille en prison. Je croyais que c'était assez et c'est pour ça que j'ai donc quitté les États-Unis. Je retournerai aux États-Unis parce que je veux en finir avec cette affaire. Mais j'ai voulu partir à ce moment-là car je ne croyais pas que la justice pourrait être faite. Je croyais que j'étais plutôt victime d'un jeu que menait le juge. » Alors là c'est intéressant parce que ce qu'on voit c'est que Roman Polanski se fait passer pour la victime dans cette histoire. C'est un cas de renversement des rôles qu'on voit assez classiquement avec beaucoup de criminels. Finalement c'est lui qui est la pauvre victime dans l'histoire. Lui estime visiblement que 42 jours d'emprisonnement c'était un temps suffisant par rapport à son crime. Et puis, ce que je trouve très intéressant aussi, c'est que, je vous le rappelle, cette interview date de 1979 et il déclarait qu'il voulait retourner aux États-Unis pour faire face à la justice, ce qu'il n'a visiblement toujours pas fait aujourd'hui en 2020. Donc, voilà. Si moi je ne peux bien sûr pas dire si Roman Polanski est coupable ou pas des viols dont il est accusé, ce que je peux dire par contre, c'est que je suis profondément choquée par la condamnation qu'il a reçu, donc des fameux 42 jours pour avoir drogué et violé une jeune fille de 13 ans. Je peux aussi dire que je suis choquée par la protection qu'il a reçue, notamment de la part de la France, depuis qu'il a décidé de fuir la justice de son pays. Et je peux aussi dire que je suis effectivement choquée par le fait qu'il ait toujours autant de visibilité et de reconnaissance médiatique, comme c'est le cas aujourd'hui, comme c'est le cas avec ce qui s'est passé au moment des Césars, alors que tout le monde sait très bien ce qu'il a fait, je veux dire, sans même parler des autres accusations, on sait ce qu'il a fait à Samantha Gailey, et je trouve que la manière dont les personnes se comportent avec lui et la société se comporte avec lui, je trouve ça particulièrement étonnant et choquant. Je me pose vraiment la question qui est de savoir s'il n'avait pas été le réalisateur de génie qu'il est, est-ce qu'il aurait eu autant de protection de la part d'autres personnalités et de la société? Il y a plein de personnes qui ont souligné ça, notamment Blanche Gardin qui l'a très bien fait. Je ne crois pas que de manière générale, les pédocriminels et les violeurs reçoivent autant de soutien et d'indulgence de la part de la société.
Est-ce que parce que quelqu'un fait des bons films, il mérite d'être traité différemment lorsqu'il commet un crime? Le fait qu'en 2020, Roman Polanski reçoive le César du meilleur réalisateur, ça me choque et ça choque beaucoup de monde parce que ça signifie qu'on décide de récompenser cet homme sur lequel pèsent des très lourdes accusations dans un contexte où on essaye de donner un petit peu plus de poids à la parole des victimes d'agressions sexuelles et des viols, notamment dans le milieu du cinéma, dans le monde cinématographique, puisque je vous le rappelle, le mouvement MeToo et ensuite Balance ton porc et tous les mouvements féministes et d'ouverture du dialogue à propos des violences sexuelles est un petit peu parti de là, et je comprends totalement en fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient indignées par cette remise de prix là, parce que symboliquement ça veut dire qu'il y a un choix qui a été fait et qu'on a décidé de préférer finalement lui décerner à lui, malgré son passé, malgré toutes les accusations qui sont encore sur lui, malgré le fait qu'il ait fui sa justice, plutôt que de les décerner à quelqu'un d'autre. Et finalement donc on fait taire et on décide de ne pas écouter toutes les voix qui s'élèvent contre lui, toutes les victimes qui ne sont toujours pas reconnues. D'un autre côté, il y a plein de personnes, dont des victimes d'agressions sexuelles et de viols, qui ne sont pas spécialement choquées par ce prix qui a été remis à Roman Polanski et le fait qu'il continue à faire des films. Polanski, il a à la fois ses détracteurs, mais il a aussi plein de personnes qui le soutiennent, et du coup, là, en ce moment, on est en plein dedans, ce qu'on appelle un procès médiatique. Pour résumer un peu tout ce que j'ai dit jusque-là, et pour qu'on soit bien d'accord et qu'on remette tout ça à plat, techniquement, Roman Polanski, actuellement, il a été condamné et reconnu coupable pour la seule accusation de viol qui a été portée devant la justice. Tout le reste, toutes les autres accusations, elles ont été faites dans la presse, elles ont été faites publiquement, mais elles n'ont pas donné lieu à un jugement, donc il n'y a pas de reconnaissance de culpabilité ou inversement d'innocence. Donc ça fait que plein de personnes se permettent de parler de ça, etc. Mais le seul fait est qu'il y a eu une affaire pour laquelle il s'est reconnu lui-même coupable et il a été condamné. Pour tout le reste, toutes les autres accusations, donc on parle de prescription et bien entendu de présomption d'innocence. Alors est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est à la presse? Est-ce que c'est à toutes ces personnes qui s'expriment sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est aux personnalités qui se disent indignées de décider si Roman Polanski est coupable? Non, clairement non. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'ont fait ces personnes? Est-ce que c'est vraiment ce qu'a fait Florence Foresti ou Adèle Haenel? Je ne suis pas sûre. Pour moi, je pense qu'elles ont simplement exprimé leur mécontentement, leur écœurement face au traitement injuste qui a été fait autour de Roman Polanski et la fameuse indulgence dont je vous ai parlé, dont il bénéficie depuis 40 ans. Parce que finalement, toutes les personnes qui décident de ne pas écouter toutes les accusations, etc., bon ça c'est leur choix, mais elles ne peuvent pas non plus fermer les yeux sur ce qu'on sait réellement. Et ce qu'on sait, les faits, c'est ce qui s'est passé et ce qui est arrivé à Samantha Gaillet. C'est que Roman Polanski, il a abusé d'une jeune fille de 13 ans en lui donnant de l'alcool, en lui donnant de la drogue, et qu'ensuite il a fui la justice et qu'il n'a fait que 42 jours d'emprisonnement. Et ça, j'espère qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est absolument scandaleux qu'il n'ait reçu que cette peine-là. Je pense qu'on est tous d'accord aussi pour dire que c'est absolument scandaleux qu'une personne qui a fui la justice soit aussi bien traitée et que finalement on fait comme si on ne savait pas alors qu'on sait et que les faits sont là. Et je crois que c'est ça qui énerve vraiment la plupart des personnes qui sont contre ce qui arrive en ce moment à Roman Polanski et sa consécration. Et je crois que là on touche un peu ce qui est pour moi le noyau de l'histoire qui pose vraiment problème, c'est le sentiment d'impunité. Parce que le sentiment d'impunité, c'est quelque chose qu'on connaît très bien chez les criminels. C'est ce qui fait que des personnes donc qui vont commettre un crime vont recommencer. Puisque si finalement elles ne sont pas appréhendées, qu'elles ne sont pas sanctionnées et qu'ensuite elles ne sont pas prises en charge de manière à ce qu'elles ne recommencent pas, généralement ces personnes-là, elles vont recommencer. Or, c'est potentiellement ce qui s'est passé avec Roman Polanski. Et le sentiment d'impunité, c'est aussi ce qui gêne toutes les victimes. Pourquoi est-ce que lui n'a pas été puni? Est-ce que c'est justement, est-ce qu'on décide, est-ce qu'on reconnaît, ok, c'est officiel, si vous faites des très bons films, si vous êtes un très bon artiste, si vous faites
des choses assez prodigieuses, eh bien la justice sera plus indulgente et finalement vous pourrez commettre des crimes sans être puni. C'est ça la vraie question finalement et c'est pour ça que les personnes s'indignent. Et alors là de ça en découle cette fameuse question qui brûle un peu toutes les lèvres en ce moment qui est de savoir est-ce qu'il faut différencier l'homme de l'artiste. Alors je vais vous le dire tout de suite, c'est une question qui est vraiment très délicate et qui est pas vraiment facile à trancher. Déjà, je pense que cette question-là, elle est un petit peu biaisée et pour moi, c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est est-ce que finalement, il faut dissocier l'œuvre de son créateur, de l'artiste et l'homme qui est derrière. Puisque pour moi, l'homme et l'artiste, finalement, c'est un peu indissociable. Est-ce que vraiment, il faut faire la différence entre sa production et puis la personne qui l'a créée ? Et pour répondre à ça, je pense que c'est très difficile parce que justement il y a plusieurs niveaux de réflexion. Le premier niveau, c'est d'abord au niveau vraiment personnel et individuel. Est-ce que moi, en tant que personne, qu'individu, il peut m'arriver d'apprécier une œuvre sans forcément apprécier ou supporter l'artiste et son créateur ? Je pense que la réponse est oui. Je pense que c'est tout à fait possible et c'est faire preuve d'assez d'objectivité que de dire techniquement, objectivement cette œuvre-là est bonne. Par contre, je peux tout à fait ne pas du tout apprécier la personne qui l'a créée tout en disant oui par contre j'apprécie regarder ce tableau, ce film ou écouter cette musique. Ça c'est vraiment je pense ce que je vous disais à propos de l'objectivité, c'est-à-dire que si on poussait un peu plus le raisonnement, je pourrais très bien être mise devant un tableau ou n'importe quelle œuvre sans savoir qui l'a faite et décider si oui ou non je la trouve bonne. Et après si on me révèle qui l'a faite et que je me rends compte que c'est quelqu'un que j'aime pas, ça ne devrait pas changer ma manière de percevoir l'œuvre. Je devrais réussir à être capable un peu de faire cette dissociation là au niveau vraiment de mon appréciation de l'œuvre. Donc ça c'est le premier niveau. Mais je pense que le deuxième niveau, qui est celui où ça coince un peu plus, c'est est-ce que par contre je peux faire la démarche par exemple d'aller au cinéma et payer mon entrée pour voir le film de. Est-ce que je vais décider d'acheter l'album de. Est-ce que je vais décider de payer mon entrée pour aller dans une expo qui expose les œuvres de. Parce que là, il y a véritablement un soutien financier. On décide de donner de son argent, de contribuer à la richesse de la personne qui a créé cette œuvre. Parce que évidemment, quand je paye ma place de cinéma ou quand je paye mon entrée ou quoi que ce soit, je donne de l'argent à la personne qui a fait cette création-là. Et éventuellement à tous les intermédiaires et l'équipe technique qui va autour. Mais bref, c'est pas la question là. Cette démarche-là fait que je soutiens financièrement la personne qui a créé. L'argent, il va pas dans l'œuvre, il va à l'artiste. Si c'est un peu la même chose, mais à un niveau encore supérieur, publiquement, je décide de soutenir cette personne, de dire je suis avec toi, je te soutiens, je soutiens telle œuvre, je soutiens tel film que t'as fait, etc. Si d'un point de vue des institutions, je décide de nominer telle personne et voire de lui attribuer un trophée, une récompense pour quelque chose, c'est impossible de complètement dissocier l'œuvre de l'artiste. Je veux dire, on peut pas dire on a remis ce prix au film et faire semblant que derrière ça on l'a pas remis à telle personne. Et quand on remet un prix ou quand on décide d'afficher publiquement notre soutien à un artiste ou de donner de l'argent à une... Eh bien on le donne à l'artiste, on le donne pas à l'œuvre. Donc je pense que là, effectivement, la dissociation, elle peut pas totalement être faite. Parce que du coup, pour en arriver à cette question de l'homme et de l'artiste, je pense que non, on peut pas réellement les dissocier. C'est comme dire, est-ce qu'on peut dissocier l'homme du criminel? Le criminel, c'est une facette de l'homme. Alors certes, c'est peut-être pas toute son entièreté, toute sa personnalité, toute son histoire, mais ça en fait vraiment partie, c'est intriqué dedans. Et l'artiste, c'est la même chose. Et donc quand il y a la facette criminelle d'un côté et artiste de l'autre, elles sont reliées par quoi? Elles sont reliées par l'homme. Et on peut pas réellement les séparer, c'est absolument impossible. Après, dans les histoires comme ça, je pense qu'il faut aussi bien faire la distinction. Je pense que c'est vraiment important dans notre manière d'aborder la question entre quelqu'un qui est présumé innocent dans une affaire judiciaire en cours, quelqu'un qui est reconnu coupable et qui a fui la justice pour ne pas faire sa peine de prison, et puis quelqu'un qui a purgé sa peine de prison dans son entièreté, qui est ressorti et qui essaye de se réinsérer. Je pense que là encore, il y a vraiment des différences entre tous ces cas-là.
moi vous le savez, je suis personnellement pour la réinsertion, mais attention, pas à tout prix, pas n'importe qui, pas n'importe comment, pas dans tous les cas. Je veux dire, il faut que ce soit bien fait. Et par exemple, je vais prendre le cas de Bertrand Cantat, qui lui a purgé sa peine. Est-ce que moi personnellement je trouve ça ok qu'il, maintenant qu'il est sorti de prison, qu'il remonte sur scène, qu'il veuille à nouveau faire des tournées, être présent dans des festivals et retourner en studio et refaire des albums? Non, moi personnellement je suis pas d'accord avec ça. Mais est-ce que je suis légitime à vouloir l'en empêcher? Eh bien la réponse est non aussi. Il a techniquement purgé sa peine et si vous voulez il est sorti, maintenant il peut faire ce qu'il veut. Mais moi aussi en tant que public je peux faire ce que je veux et je peux décider ou pas de le soutenir ou au contraire de le boycotter. Je peux décider de le financer, de lui donner de mon argent en achetant ses œuvres et en allant à ses concerts, comme je peux décider que bah non, même si éventuellement j'aimais bien sa musique, je décide de ne plus participer à ça. Mais ça c'est vraiment une question éthique finalement qui n'a à regarder que vous et vous-même. C'est-à-dire que c'est à chacun de prendre nos décisions et de voir ce qu'on décide de soutenir ou pas en fonction de nos propres valeurs et de notre propre éthique. Pour moi, et là je dis bien pour moi, les artistes qu'on plébiscite, ils ont un devoir d'image, d'exemple à donner parce que ce sont des personnes qui ont une vraie influence. Et je dis pas par là que tous les artistes doivent être absolument parfaits parce que ce sont des êtres humains et que tout le monde peut faire des erreurs, etc. Bien entendu. Mais je pense quand même que si nous, on faisait le choix de ne pas récompenser tout un tas de personnes, tout un tas d'hommes et de femmes bien sûr, mais principalement d'hommes quand même, qui sont impliqués, accusés et auteurs de violences conjugales, de meurtres, de féminicides, de viols, d'agressions sexuelles sur mineurs, de pédophilie, de torture sur enfants, qui tiennent des propos haineux, misogynes, racistes, homophobes, etc. Je pense que si on n'encourageait pas ces personnes-là et si on ne les récompensait pas, eh bien la scène culturelle et la société aussi ne s'en porteraient que mieux. Mais ça bien évidemment, ce n'est que mon avis. Ça y est, je suis enfin arrivée au bout de cette vidéo et pour conclure, ce que je vais vous dire, c'est que je sais très bien que cette vidéo va potentiellement créer beaucoup de débats. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en colère, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne seront pas d'accord avec moi, avec l'entièreté de ce que j'ai dit, avec certaines choses que j'ai dit. Il y a des personnes qui vont vouloir aller plus loin, d'autres moins loin, etc. Enfin bref, chacun va un petit peu dans ses directions. Tout ce que je vous demande, c'est de rester poli. Alors, je vous l'ai dit au début, j'ai essayé de rester plus ou moins neutre, même si je pense que vous l'avez compris, c'est pas possible de l'être totalement sur ce sujet et je pense que vous avez compris quelle était moi mon opinion sur la question. En tout cas, j'espère être restée la plus calme possible et puis voilà, moi mon but c'était surtout de vous amener certains faits qui sont ce qu'ils sont pour permettre en fait de créer un débat et une discussion à propos de tout ça. Donc voilà, moi ce que je vais vous demander c'est que ça me ferait très plaisir si vous décidez de réagir à cette vidéo, mais s'il vous plaît essayez de répondre en tant qu'adulte et de ne pas agresser ni moi ni personne d'autre dans les commentaires parce que je le vois parfois, il y a des embrouilles qui partent entre différents abonnés et j'ai pas envie que ça se passe comme ça, donc s'il vous plaît, vous avez tout à fait le droit d'exprimer votre avis, il peut être en désaccord avec le mien, il n'y a pas de problème, mais faites-le de manière calme, polie et puis mature quoi. Ça serait bien d'arriver en fait à pouvoir échanger, même si je pense qu'on tombera peut-être pas tous d'accord bien évidemment, mais au moins éviter de commencer à s'insulter et puis à se balancer des trucs, ça serait vraiment déjà très cool. Voilà, bah écoutez, ça y est, cette fois je crois que j'ai terminé, j'ai vraiment beaucoup parlé pour un retour sur YouTube et d'ailleurs ceux qui me suivent sur Instagram savent que j'ai vraiment beaucoup parlé puisque c'est la deuxième fois dans l'après-midi que je filme cette vidéo, donc là j'en peux plus.
mais je suis contente de l'avoir fait. Et puis j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, qu'en tout cas le sujet vous a intéressé, peut-être que vous avez appris des choses ou en tout cas que ça vous a aidé potentiellement à avancer dans votre réflexion sur un sujet qui est vraiment pas facile et très d'actualité, très brûlant en ce moment. Voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Merci beaucoup à toutes les personnes qui prennent du temps pour aller sur Utip, pour regarder des pubs pour moi. Vous prenez de votre temps et vous me permettez de gagner un petit peu d'argent, donc je vous en remercie vraiment beaucoup, c'est absolument adorable. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et en attendant n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. 1, 2, 3, 4.